Merci encore pour le partage. Et nous voulons la Suisse, nous savons que la Suisse est un modèle à copier et merci de nous avoir donné toutes ces clés-là. Et je pense que les choses vont changer. En tout cas pour nous qui sommes ici, ça va commencer par nous et rejaillir sur tout le Togo. On a toujours dit que le Togo était la Suisse de l'Afrique. Le nom a disparu en temps, mais ça va revenir. Par la grâce de Dieu. Donc, quand vous partagez l'historique de votre entreprise, les débuts m'ont fait penser au livre de Proverbes 6, verset 6, que j'ai médité hier. Il parle, Dieu utilise la fourmi pour nous enseigner. Il dit, va voir la fourmi, et toi paresseux, et apprends, bon, je paraphrase, hein, et apprends de la fourmi qui en était emmagasine. Et la fourmi, le verset suivant, dit que la fourmi n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur, mais bon, au final, on sait que la fourmi fait de grandes choses. Donc, en été, notre été, ça peut être le temps que nous avons. Notre été, c'est la richesse, notre jeunesse, c'est d'emmagasiner ce que nous pouvons emmagasiner. Des formations comme Rodolphe l'a dit tout à l'heure, d'autres choses, et de faire des économies, ça peut être, pour vous, ça a été des formations militaires, si je veux dire la dure, et donc emmagasiner. Et après, souvent, il y a une mentalité aussi que Dieu doit renverser en nous, en tant que Togolais, en particulier africains en général, c'est que moi, je n'ai personne, je n'ai pas de relation, je ne peux rien faire. Et le Seigneur nous dit, va voir la fourmi, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître, elle n'a pas de relation, mais fait de grandes choses. Et donc, c'est pas le travail, c'est le travail, la formation, le travail, et aussi pour nos chrétiens, ajouter la prière. Et la prière m'a fait penser aussi au livre de Néhémie, je crois, Néhémie, où est sorti cet adage Ora et Labora. Il faut travailler, il faut prier. Et souvent, nous, les chrétiens, nous prions beaucoup. Nous jeûnons, nous faisons 40 jours de jeûne sec, mais sans le travail. Et nous sommes dans une complaisance, il y a une culture de médiocrité qui n'a pas de nom. Et donc, que le Seigneur vraiment nous aide à cultiver l'excellence, à l'école de la fourmi, pour pouvoir bâtir des entreprises qui vont durer dans le temps. Merci beaucoup. Merci à vous et Amen. Ok, là, ta voix porte? Oui, je viens de juristes. La voix des juristes porte. Merci beaucoup. Je vais juste encore revenir sur l'encouragement qui nous a été fait à structurer un certain nombre de choses dans le cadre d'un constat. Je vais insister sur le fait que parfois on hésite à solliciter les services des cabinets juridiques, des cabinets de services comptables, alors que, en fait, fondamentalement, surtout lorsque c'est dans un partenariat avec un frère de vie, avec un ami, parfois il est difficile de lui appliquer les tests parce que vous avez fait par le comptable. Quand il y a une miséricorde, etc. Et lorsque vous êtes accompagné par un cabinet, ça vous aider à appliquer les tests. Lorsqu'il a traité en retard, ce que les tests ont dit sur le retard sera. Voilà, comme ça, tout le monde sait qu'en fait, au-delà des relations, frères d'église, etc., il y a un certain nombre, Dieu est un Dieu rigoureux, et donc, voilà, la rigueur s'applique à tout moment. Voilà, donc, vous encouragez à nous faire accompagner par les cabinets juridiques, les cabinets de services comptables, faire les choses selon les règles de l'art, afin d'aller, si quelqu'un a besoin d'accompagnement. Voilà. Super, merci beaucoup. Oui, docteur Edith au fond là-bas. Merci beaucoup, Fonton, pour le partage. Je voudrais revenir un peu sur la question du aujourd'hui. Dans votre présentation, vous avez présenté simplement votre famille,
ce qui était un peu pour vous, en fait, pas dire un regret, mais ça vous a permis de booster, d'apprendre et peut-être de faire des exploits pour toute votre famille. Alors, en fait, ce que j'ai compris de la question de tonton Jean-Luc, ce n'est pas comment vous avez pu gérer votre famille aujourd'hui. Mais dans le temps, lorsque vous étiez en pleine activité avant votre retraite, comment vous avez su prendre soin de votre famille, vous avez souffert auprès de votre père. Votre père avait cette mentalité-là, il fallait faire tout et tout, faire évoluer la couronne. Rien que la couronne. Mais vous étiez laissé pour compte. Vous voyez. Maintenant, vous, comment vous avez travaillé à ce qu'il n'y ait pas cette reproduction-là. Généralement, nous avons l'habitude de dire, j'ai vu ceci, cela, dans la vie de mes parents, dans ma relation avec ma famille. Et moi, je ne vais pas reproduire telle, en fait, caractéristique de mon père qui faisait ci, de ma mère qui faisait ci. Mais comment vous avez encadré vos enfants, comment vous avez pris soin de vos enfants, et aujourd'hui, quel conseil par rapport à tout ça? Merci. Bon, c'est vraiment une très intéressante question parce que j'ai vraiment rien fait. Ça veut dire, nous étions tellement engagés, ma femme et moi, nous avons travaillé au moins 12 à 14 heures par jour, souvent 16. Et puis, mais le secret, je dirais, c'était que nous étions liés avec le Seigneur. Et puis nous avons intégré nos filles dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans la cuisine, j'avais, ça heißt Laufgitter. Laufgitter auf Französisch. Ah, dans la cuisine, j'avais un petit, comment ça s'appelle? Un petit, Laufgitter. Ah, ok. Une cage pour mettre en garde les bébés pour qu'ils ne soient pas partout dans la comment on appelle ça? Oui, c'était déjà dans la cuisine, et puis il pouvait nous regarder comment nous travaillions, et puis ça je dois dire, chaque soir, même quand quand la maison était pleine de clients, je me prenais le temps pour aller dire bonne nuit et prier avec les filles. Ça, j'ai toujours fait. C'est le reste du Seigneur qui l'a fait. Parce qu'ils s'étaient vraiment intégrés dans le restaurant d'une façon normale pour elles. C'était la vie, c'est normal. Et elles sentaient qu'elles étaient aimées et que c'était eux la priorité et pas le commerce. Et aujourd'hui, elles disent tous les deux qu'elle avait la meilleure jeunesse qu'elle pouvait s'imaginer. Et c'était vraiment seulement grâce au Seigneur. Parce que, vous savez, normalement, enfin, à l'époque, il y a tant de temps, c'était normal que les enfants étaient autour des parents quand ils travaillaient. C'est le modèle normal. C'est pas dans la ferme, sur les champs, tout ça. C'est pas mal si les enfants sont avec les parents. S'ils sentent que eux, ils sont aimés, ils sont dans la première place. Merci beaucoup. Ça donne notre question. Ouais. Je suis le background, vous avez quand même la chance de d'hériter de vos parents de restaurant. Maintenant, avec le recul, quel conseil donnez-vous à nos autres ici qui n'ont pas eu l'héritage à perpétuer, en fait? La plupart ici commencent de scratch. Ils commencent vraiment de zéro. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un héritage légué. Quel conseil donnerez-vous avec le recul? Ouais, enfin, il n'y a rien d'autre que essayer de trouver la meilleure éducation et puis travailler. Je vois pas d'autre. Et prier en même temps, et c'est le Seigneur qui souvent ouvre les portes qu'on dirait pas.
pas avoir l'idée, on n'a pas les moyens. Beaucoup ont des idées, mais ils n'ont pas les moyens. Ouais, enfin, il y a autant de possibilités que d'hommes. Alors, chacun est différent, on peut pas définir un modèle qui va jouer. Et puis, je dois dire, après l'incendie, quand on avait tout perdu, nous étions pas très loin de ce point. Ok, merci beaucoup. Une autre question là-bas. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Vous avez dit tantôt que nos capitales devraient être des employés. Ouais. Elles sont très importantes. Ouais. La question, c'est de savoir comment est-ce que vous choisissez ceux qui travaillent avec vous. Est-ce que vous entourez des gens chrétiens, des gens qui professent la même foi que vous, mais comment est-ce par ce que vous les choisissez? Non, alors, d'abord, en Suisse, ça serait très difficile de trouver des employés chrétiens dans la restauration, ça serait vraiment difficile. Non, nous avons rarement eu des chrétiens comme employés, mais si moi je suis chef chrétien et les employés ne le sont pas, c'est le meilleur champ de mission que vous pouvez trouver. Si vous vivez un exemple, c'est comment vous traitez vos employés, ils vont croire que votre foi est réelle ou pas. Ok. Bien. Oui. Je voudrais remercier encore le frère André que je vous donne 3 jours. Si dans la famille, la femme a son projet, le mari a son projet, ils ne sont pas les mêmes, et le mari pense que la femme devrait abandonner son projet pour venir supporter, et vice versa. Est-ce que les conflits de ce côté-là, je m'en vais aussi inviter le pasteur à y réfléchir, comment on résout ce genre de conflits? Il y a 2 lignes de tendance de projet dans la maison. Ou même le mari, lui, il est casanier, il veut dormir, et la femme veut qu'il le suive. Comment on résout ce genre de projet? Merci. Alors, là, je peux pas vous donner une réponse claire. Je peux seulement dire, la Bible dit qu'on doit respecter l'autre plus, les besoins de l'autre plus que les siens. Alors ça, c'est déjà une base pas mal du tout. Mais il faut vraiment évaluer les 2 projets. Peut-être qu'il faut chercher le conseil de quelqu'un d'autre, du pasteur ou bien de la commune, pour vous aider dans ces situations, parce que ça serait vraiment pas possible de donner une réponse. Ok. Le pasteur va donner une réponse. Si nous remontons à la Bible, la première équipe que Dieu a mise en place, c'est Adam et Ève. Ça suppose qu'il faut avoir une vision. Parce que nous sommes en couple, c'est important de définir une vision. Parce que nous sommes une équipe. Une équipe qui n'a pas de vision commune ne peut pas aller loin. Alors, en matière de carrière, où allons-nous? Est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? Quand la vision du couple, voilà, la vision de la famille est très claire, alors les consensus deviennent possibles. On prend quelle direction? Et la direction qu'on va prendre va demander des fois que certaines personnes sacrifient certaines choses pour le bien-être du couple ou de la famille. Nous, par exemple, il était arrivé un moment où j'étais très occupé. Alors, la supervision des enfants a commencé par poser un réel problème. Déposer à la crèche au début le soir, partir à l'église, dormir tard, etc., etc. Mais quand la vision du couple a été claire, il a été facile pour mon épouse de démissionner. Il à voir maintenant comment gérer le budget de la famille, s'il faut réajuster certaines choses, certaines priorités.
Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut avoir une vision commune, vision du couple, vision de la famille. Et sur la base de cette vision-là, on définit les priorités, quitte à faire des sacrifices quand même pour rester dans cette vision et rester unis. Je voulais encore revenir sur une question qui était posée tout à l'heure. C'est la question précédente. J'avais poser une question ici. Employé, c'est ça. Oui, héritage. Oui, souvent beaucoup, la plupart en Afrique, on est dans ce contexte où on ne nous a pas laissé un héritage. On se bat. La Bible dit, l'homme sage réserve à ses enfants un héritage. Donc, ça devient un défi pour nous à relever, de nous lever, de travailler, pas seulement pour subvenir aux besoins, mais aussi pour travailler à laisser un héritage pour nous. Et ce que j'ai hérité, que je ne donne pas la même chose, j'ai hérité de 0 ou bien de moins, que je ne donne pas la même chose. Donc, je dois me lever. Maintenant, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, nous ne pensons pas vraiment générationnel. Nous pensons à notre carrière, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient leur diplôme. Le diplôme suffirait pour qu'ils se créent aussi un chemin dans la vie. Le diplôme ne suffira pas. Ça va introduire la notion de comment coacher les enfants très tôt à trouver leur voie. À part les diplômes, comment nous devons coacher nos enfants très tôt à trouver leur chemin. S'ils trouvent leur chemin, ils pourront déjà anticiper sur leur propre carrière. Ils pourront aussi surfer sur ce que nous leur avons laissé. Nous, notre exemple, par exemple, c'est, on a essayé d'impliquer nos filles, nous avons 2 filles, on les a impliquées dans les différentes activités qu'on fait. Toutes les activités n'ont pas prise, mais il y a des activités où les enfants sont très, très, très contents de faire ça avec nous. Ok, je découvre leur passion. Ce que je fais maintenant, c'est de les accompagner toutes les fois dans ces activités. Tant que c'est possible, dans les congés, dans les vacances, on le fait ensemble. Et quand on le fait ensemble, je vois que la passion se développe. La passion se développe. Nos 2 filles aiment beaucoup l'agriculture. Elles aiment aller au champ, gambader dans le champ, etc., etc. Des fois, moi, j'ai peur pour elles, mais elles sont vraiment elles vont aller dans le barrage de rétention d'eau sans avoir peur d'aller dans l'eau. Il y a les poissons, il y a les choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour laisser un héritage? C'est faire en sorte que je transmets cette entreprise agricole à ces 2 filles. Elle peut faire informatique demain, ça ne me dérange pas. Mais parallèlement à l'informatique qu'elle va faire, qu'elle développe cette activité de supervision de l'entreprise familiale. Là, si je n'ai même pas laissé 100 millions sur un compte pour elle, j'ai laissé une activité parallèle à la carrière qu'elle va faire demain. Ça fait déjà un héritage que je laisse. Aujourd'hui, beaucoup de parents font des choses que les enfants ne comprennent même pas. On ne sait pas le boulot que papa fait, on ne sait pas ce que ça donne comme stress. Donc, il est temps que nous puissions commencer par les impliquer pour voir s'ils comprennent tout. Au cas où ils prennent goût, qu'on leur donne un minimum de compétences parallèles à ce que eux-mêmes ils vont faire. Et ce minimum-là devient un héritage, certes immatériel, mais qui vont aider les enfants. Maintenant, si on a en plus de l'héritage matériel et financier, gloire à Dieu pour cela. Merci. Beaucoup, pasteur. Ah, il y a une là-bas au fond, Dani. Merci, bonjour. Je voudrais apporter mon expérience personnelle par rapport à ce que tonton Jean-Luc a dit. Il a parlé du couple. Depuis 2009, je travaille avec mon mari. Nous avons un cabinet de recrutement, ressources humaines, etc. Mais quand j'avais eu mon diplôme, je ne trouvais pas de boulot, donc mon mari m'a dit de le rejoindre. Et moi, j'ai fait une formation carrément en logistique, transport, management, tout ça. Donc, depuis 2009, ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. Et on a d'autres activités également, agroalimentaire, etc. Donc, je l'aide à gérer cela. Mais en temps, le Seigneur a mis des projets dans mon cœur. Et je lui ai dit, j'ai dit à mon mari que je pense que, ok, on a 4 enfants, les 3 grandes
les trois sont grandes, sont des adolescentes, une est déjà à l'université. Donc, ce qui fait que quand j'étais en entreprise avec lui, c'était flexible pour moi. Je pouvais aller au boulot quand je veux. Parce que quand les enfants sont malades ou bien là, nous n'est pas là, etc. Donc, c'était un temps de sacrifice pour moi. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir gérer les enfants. Jusqu'à ce qu'elles grandissent, elles soient autonomes. Jusqu'à ce que la surprise, le bébé surprise est arrivé il y a quelques temps et les grandes sœurs s'en occupent. Mais je lui ai dit que maintenant, je pense que les enfants sont grands et que je peux maintenant avoir d'autres activités. Bon, quand je lui ai présenté les projets, il n'était pas chaud, franchement. Pourquoi, c'est quoi tout ça? Parce que, franchement, il y a des projets qui peuvent m'amener à voyager. Il dit non, pourquoi voyager? Déjà, il voyage. Souvent, quand on va faire des voyages d'affaires, on va ensemble. Il dit pourquoi tu vas voyager seul? Bon. Maintenant, quand j'ai prié, la sagesse que j'ai reçue, mes sœurs, je partage une astuce avec vous. Quand j'ai prié, voilà ce que je suis retournée lui dire. J'ai dit, chérie, bon, tout ce que je vais créer, je voudrais qu'on l'ajoute comme un patrimoine. Ce ne sera pas mon projet seul. Je voudrais qu'on l'ajoute aussi au patrimoine de la famille. Et je voudrais aussi que tu jettes un coup d'œil, que tu sois associé. Il dit, moi, je ne lui connais pas d'ailleurs, même chose, si tu ne connais pas. Il dit, oui, je sais qu'on avait commencé, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, laisse-moi aussi expérimenter des choses, mais je voudrais que tu sois associé. Et puis ça joue aussi déjà votre entreprise, que tu es avant chez les hommes, qui disent, ok, d'accord, comment c'est qu'on fera. Donc, c'est juste pour partager mon expérience avec vous, dire que la femme peut avoir également ses projets à un certain moment. Après m'être occupée de mes enfants, sacrifier certaines choses, maintenant je me dis, ok, maintenant moi aussi je veux me lancer dans les choses. Maintenant, comment le faire accepter par mon mari? C'est en disant, c'est notre projet à nous deux, c'est pour nous tous. Merci.